Jean-Pierre Dubois se tenait à la fenêtre de son bureau au dernier étage, regardant les rues de Paris 50 étages plus bas. Les voitures et les gens ressemblaient à des jouets d'ici, ce qui était exactement comme il aimait ça. À 55 ans, il avait bâti un empire valant des milliards, et il n'en était pas arrivé là en se souciant des petites gens. Son assistante frappa à la porte, interrompant ses pensées. « Monsieur Dubois, l'affaire Wilson nécessite votre signature immédiatement. » Jean-Pierre se retourna, ses chaussures italiennes chic ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis. « Apportez-moi la mallette avec l'argent. Je veux conclure ça aujourd'hui. » Quelques minutes plus tard, il marchait d'un pas vif dans les rues animées de Paris, serrant sa mallette en cuir contenant 100 000 €. Le vent d'hiver lui fouettait le visage, mais il le remarqua à peine. Son esprit était déjà tourné vers son prochain contrat, sa prochaine victoire. C'est alors que cela arriva. Un groupe d'adolescents sur des planches à roulettes le dépassa en courant, le déséquilibrant. Il trébucha, sa prise sur la mallette se relâchant pendant une seconde. Mais une seconde a suffi. La mallette lui échappa des mains, et dans le chaos du trottoir bondé, il la perdit de vue. Jean-Pierre passa les 2 heures suivantes dans une rage. Il appela la sécurité du bâtiment, menaça de licencier son assistante et envisagea même d'appeler la police. Mais il savait que cela n'apporterait qu'une attention indésirable à l'argent qu'il transportait. « Monsieur » dit la voix de sa réceptionniste par l'interphone. « Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir. »« Pas maintenant » aboya-t-il. « Monsieur, ils disent qu'ils ont trouvé votre mallette. » Jean-Pierre se figea. Puis il se précipita à la réception, prêt à affronter quiconque essayait de le faire chanter. Mais ce qu'il vit le cloua sur place. Une petite fille se tenait là, noyée dans un manteau beaucoup trop grand pour elle. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Son visage était maigre, trop maigre, et un bonnet usé cachait ce qu'il réalisa. Avec un choc, une tête complètement chauve. Dans ses petites mains, elle tenait sa mallette. « Je crois que ceci vous appartient, » dit-elle d'une voix douce. « Je vous ai vu la laisser tomber. » Jean-Pierre prit la mallette et l'ouvrit sur le champ. Chaque euro était toujours à l'intérieur, soigneusement empilé comme il l'avait laissé. Il regarda la fille, son esprit peinant à comprendre. « Vous n'avez rien pris ?» demanda-t-il, la voix rauque d'incrédulité. La fille secoua la tête. « Ce serait du vol. Et de toute façon, je sais ce que c'est que de perdre quelque chose d'important. » Quelque chose dans ces mots, prononcés avec une honnêteté si simple, serra la gorge de Jean-Pierre. « Comment t'appelles-tu » ?»« Sophie, dit-elle, réussissant un petit sourire malgré son air fatigué. « Sophie Lefebvre. »« Eh bien, Sophie Lefebvre, tu as bien fait. Je devrais te donner une récompense. » Il chercha son portefeuille, mais les paroles suivantes de Sophie le stoppèrent net. « Pourrais-je dîner avec vous à la place ?» Jean-Pierre la regarda, ne sachant pas s'il avait bien entendu. « Dîner ?» Sophie hocha la tête, tordant nerveusement ses mains. « Une seule fois, c'est juste, je vous vois parfois entrer dans ce bâtiment. Vous avez toujours l'air si important. Et j'ai pensé que peut-être que vous pourriez me dire ce que c'est. Être important. » Pour la première fois depuis des décennies, Jean-Pierre Dubois sentit des larmes brûler dans ses yeux. Cet enfant qui n'avait clairement rien qui aurait pu prendre assez d'argent pour changer sa vie ne demandait rien de plus que son temps. « Où habites-tu, Sophie ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les yeux de Sophie se baissèrent. « Le refuge de la rue du Faubourg Saint-Martin, mais seulement parfois, quand il y a de la place. » Jean-Pierre regarda sa montre de luxe, puis la mallette pleine d'argent, et enfin cette petite fille courageuse qui lui avait montré plus d'intégrité que n'importe quel partenaire d'affaires qu'il ait jamais eu. Et si on prenait ce dîner maintenant, se surprenait-il à dire. Le sourire qui illumina le visage de Sophie ressemblait à un soleil perçant les nuages, et tandis que Jean-Pierre regardait ses yeux se remplir de joie, il sentit quelque chose en lui changer. Quelque chose qu'il pensait avoir enfoui depuis longtemps, sous des années d'affaires impitoyables et d'ambitions froides. Il sentit son cœur commencer à dégeler. Alors qu'ils sortaient ensemble du bâtiment, la petite main de Sophie dans la sienne, Jean-Pierre ne savait pas que ce moment changerait non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux qui l'entouraient. Il ne savait pas que cette petite fille lui apprendrait plus sur la richesse que tous ces milliards ne l'avaient jamais fait. Tout ce qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne s'en souvenait, il ne pensait pas à l'argent,
au pouvoir ou à son prochain contrat. Il pensait à la sorte de pizza qu'une petite fille pourrait aimer pour le dîner. Le restaurant italien était l'un des plus chics restaurants de Paris, mais Jean-Pierre ne pouvait détacher ses yeux de la petite fille assise en face de lui. Sophie semblait encore plus petite dans la grande cabine en cuir, son manteau usé accroché maintenant sur un crochet à côté de la veste de costume de luxe de Jean-Pierre. Sous l'éclairage chaleureux, il pouvait voir à quel point elle était pâle, à quel point les cernes étaient foncées sous ses yeux. « Commande tout ce que tu veux », dit Jean-Pierre lui tendant le menu. Il remarqua comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle le tenait. « Je n'ai jamais été dans un restaurant comme celui-ci auparavant », admit Sophie, les yeux grands ouverts, tandis qu'elle regardait autour d'elle les lustres en cristal et les nappes blanches. « Pourrais-je avoir des spaghettis, s'il vous plaît ?» Jean-Pierre hocha la tête, et lorsque le serveur arriva, il commanda une assiette de spaghettis bolognaise pour Sophie et juste un café pour lui-même. Il n'avait plus faim. Quelque chose dans la situation de cet enfant lui nouait l'estomac. « Sophie, dit-il prudemment, où sont tes parents ?» Les petits doigts de Sophie jouèrent avec le bord de la nappe. « Ma mère est morte il y a 2 ans. Elle est tombée malade, comme moi. Papa est parti après ça. Il a dit qu'il ne pouvait plus supporter. » Jean-Pierre sentit ses mains se serrer en poing sous la table. « Et tu es malade maintenant ?» Elle hocha la tête, touchant son bonnet avec timidité. « Les médecins appellent ça de la leucémie. Je suivais un traitement à l'hôpital pour enfants, mais ensuite l'assurance a été arrêtée. C'est pourquoi nous avons perdu notre appartement. Papa n'a pas pu tout payer. » Le serveur apporta les spaghettis de Sophie et Jean-Pierre regarda attentivement comment elle déplia sa serviette et la plaça sur ses genoux, essayant tant bien que mal d'être poli. Quelque chose se brisa en lui à cette vue. « Quand as-tu vu un médecin pour la dernière fois ?» demanda-t-il. « Il y a 3 mois, dit Sophie, entre de petites bouchées prudentes de pâte. Le refuge essaie d'aider, mais il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Mais ça va. Je n'ai pas peur. » Mais Jean-Pierre avait peur. Pour la première fois depuis des années, il était terrifié. Cette petite fille, qui avait rendu son argent sans hésiter, qui parlait de sa maladie avec un courage si silencieux, était en train de mourir. Et la seule raison était l'argent, la chose même dont il avait plus qu'il ne pourrait jamais dépenser. « Parle-moi de ta mère, » dit-il doucement. Le visage de Sophie s'illumina d'un sourire, même si des larmes remplissaient ses yeux. Elle était la meilleure maman du monde. Elle me lisait des histoires tous les soirs, même lorsqu'elle était très malade. Et elle faisait les meilleurs cookies au chocolat. Elle disait que la gentillesse était comme ces cookies. Cela peut sembler petit, mais cela peut rendre la journée de n'importe qui meilleure. Jean-Pierre pensa à la mallette dans son bureau, à la façon dont cet enfant aurait pu prendre cet argent et obtenir le traitement dont elle avait besoin. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait choisi la gentillesse plutôt que la survie. « Tu lui manques ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Tous les jours, » dit simplement Sophie, mais elle m'a dit avant de mourir qu'elle veillerait toujours sur moi. Parfois, lorsque de bonnes choses arrivent, comme vous rencontrer, aujourd'hui, je pense qu'elle a peut-être aidé à les faire arriver. Le serveur passa pour prendre de leurs nouvelles, et Jean-Pierre commanda une part de gâteau au chocolat pour Sophie. Alors qu'elle le mangeait, les yeux brillants de plaisir, il prit une décision qui allait changer leur de vie à jamais. « Sophie, dit-il, et si je te disais que tu pourrais voir un médecin demain, le meilleur médecin de la ville ?» Elle leva les yeux vers lui, du glaçage au chocolat sur le menton. « Vraiment, vraiment. Et si je te disais que tu n'as plus besoin de rester au refuge, que tu pourrais avoir un lit chaud et tous les spaghettis que tu pourrais manger ?» La fourchette de Sophie tomba dans l'assiette. « Mais pourquoi feriez-vous ça ?» Jean-Pierre tendit la main à travers la table et prit sa petite main dans la sienne. « Parce qu'aujourd'hui, tu m'as appris quelque chose que tout mon argent n'a jamais pu. Tu m'as appris l'intégrité et la gentillesse, et maintenant je veux t'apprendre quelque chose. »« Quoi ?» chuchota-t-elle. « Que parfois les contes de fées deviennent réalité. Que parfois, lorsque vous choisissez d'être bon, même lorsque la vie n'est pas bonne pour vous, des miracles peuvent arriver. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Comme les cookies de ma mère. » Jean-Pierre sourit, sentant ses propres yeux se remplir d'humidité. « Exactement comme les cookies de ta mère. » Alors qu'ils quittèrent le restaurant, la main de Sophie de nouveau dans la sienne, Jean-Pierre sortit son téléphone. Il avait des appels à faire, à son avocat, aux meilleurs oncologues pédiatres de France, aux services sociaux. Au matin, il bouleverserait le ciel et la terre pour sauver cette petite fille.
Mais pour l'instant, il écoutait simplement Sophie parler de ses livres préférés et de son manque d'école. Il regarda son visage heureux et réalisa que lorsqu'elle avait rendu sa mallette, elle lui avait donné quelque chose de bien plus précieux que de l'argent. Elle lui avait rendu son humanité, et tandis qu'il traversait les rues enneigées de Paris, Jean-Pierre Dubois, l'homme qui avait tout, comprit enfin ce que signifiait la vraie richesse. Ce n'était pas dans ses comptes bancaires, ni dans son penthouse, ni dans le cours de bourse de son entreprise. C'était se tenir la main avec une petite fille qui n'avait rien à donner, si ce n'est de la gentillesse, et savoir que, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle lui avait tout donné. Le lendemain matin, le bureau de Jean-Pierre bourdonnait d'activité. Isabelle, sa secrétaire, ne l'avait jamais vu comme ça. Au lieu de donner des ordres sur les affaires, il était au téléphone avec des médecins, des avocats et des travailleurs sociaux. Son costume habituellement parfaitement repassé était froissé et les cernes sous ses yeux montraient qu'il n'avait pas dormi. « Peu importe le coût », lança-t-il au téléphone. « Je veux l'un des meilleurs oncologues pédiatres de France. » « Non, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. » Isabelle observa avec étonnement son patron habituellement froid, claquer le téléphone et le reprendre immédiatement. Cette fois, sa voix s'adoucit. « Sophie ? Oui, c'est Jean-Pierre. Comment te sens-tu ce matin ? » « Bien. Écoute, j'envoie une voiture te chercher au refuge. Le médecin va te voir aujourd'hui. » Après avoir raccroché, Isabelle ne put s'empêcher de demander « Monsieur Dubois, tout va bien ?» Jean-Pierre la regarda, et pour la première fois en 15 ans qu'elle travaillait pour lui, elle vit des larmes dans ses yeux. « Non, Isabelle, rien ne va, mais je vais arranger ça. » Les problèmes ont commencé presque immédiatement. L'assistante sociale, Madame Dubois, arriva la première. C'était une femme sévère qui avait vu trop d'hommes riches essayer de jeter de l'argent sur des problèmes qu'ils ne comprenaient pas. « Monsieur Dubois, dit-elle, assise rigidement dans son bureau, vous ne pouvez pas simplement prendre un enfant dans un refuge. Il y a des procédures, des réglementations, et franchement, votre intérêt soudain pour cette fille soulève des inquiétudes. » Jean-Pierre sentit sa colère monter, mais il se força à rester calme. « Je comprends. Mais Sophie a besoin d'un traitement médical maintenant. Aujourd'hui, elle a de la leucémie pour l'amour de Dieu. » Et où était cette préoccupation? « Pour les enfants atteints de leucémie la semaine dernière ?» demanda sèchement Madame Dubois. « Ou l'année dernière? Savez-vous combien d'enfants malades se trouvent dans nos refuges ?» La vérité de ces paroles frappa Jean-Pierre, comme une gifle. Il s'affaissa sur sa chaise, sentant soudain chacun de ses 55 ans. « Vous avez raison, » dit-il calmement. « Je m'en fichais avant. Je passais devant des gens qui avaient besoin d'aide tous les jours et je ne les voyais pas. Mais Sophie, elle m'a montré quelque chose. Elle m'a montré qui j'étais autrefois, avant. Que je ne laisse l'argent devenir tout. » L'expression de Madame Dubois s'adoucit légèrement. « Parlez-moi d'hier. » Alors Jean-Pierre lui raconta tout. La mallette, la demande de dîner de Sophie, sa mère et son courage silencieux. Au moment où il eut fini, même l'assistante sociale sévère avait les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais rien demandé dans ma vie, » dit Jean-Pierre. « J'ai toujours juste pris ce que je voulais. Mais maintenant je demande, s'il vous plaît, aidez-moi à l'aider. » Avant que Madame Dubois ne puisse répondre, il y eut une agitation dans le bureau extérieur. Un homme fit irruption, ses vêtements dépenaillés, ses yeux sauvages. « Où est-elle » demanda-t-il. « Où est ma fille ?» Jean-Pierre se leva. « Vous devez être le père de Sophie. »« Oui, et qui diable êtes-vous » Le refuge a appelé, a dit qu'un type riche posait des questions à son sujet. « Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est ma fille. La mienne. Et s'il y a de l'argent en jeu, j'ai des droits. » Jean-Pierre se sentit malade. C'était l'homme qui avait abandonné sa fille mourante, et maintenant, il était de retour, sentant l'argent. « Où étais-tu » demanda Jean-Pierre, la voix mortellement calme. « Où étais-tu lorsqu'elle dormait dans des refuges, lorsqu'elle avait besoin de médicaments, lorsqu'elle pleurait pour sa mère ?» Le père de Sophie fit un pas en avant, le visage rouge. « Écoute, sale riche. »« Non, c'est vous qui écoutez, » l'interrompit Jean-Pierre. « J'ai fait fortune en saisissant des opportunités. En ce moment, j'en vois deux. Une, je peux aider votre fille à obtenir le traitement dont elle a besoin, lui donner un foyer, un avenir. Deux, je peux demander à mes avocats de creuser dans chaque détail de la façon dont vous avez abandonné une mineure atteinte d'une maladie potentiellement mortelle. Quelle opportunité souhaitez-vous que je poursuive ?» Le visage de l'homme pâlit. Madame Dubois se leva, sortant son carnet. « Monsieur Moreau, dit-elle sèchement,
Je pense que nous devons avoir une discussion sur les droits parentaux et les accusations de négligence. À ce moment-là, la voix d'Isabelle parvint par l'interphone. « Monsieur Dubois, Sophie est là. » Le cœur de Jean-Pierre se serra. Elle ne pouvait pas voir son père comme ça, ne pouvait pas supporter ce stress dans son état. « Emmène-la dans la salle de conférence, Isabelle. Dis-lui que j'arrive. » Il se tourna vers Madame Dubois. « S'il vous plaît, occupez-vous d'eux. Ça, je signerai tout, je paierai tout. Je me soumettrai à n'importe quelle vérification des antécédents. Juste, aidez-moi à la protéger. » Madame Dubois regarda Jean-Pierre, le père en colère de Sophie, puis de nouveau Jean-Pierre. Puis elle hocha lentement la tête. « Je vais accélérer les documents de garde d'urgence, » dit-elle. « Compte tenu de la situation médicale et des circonstances actuelles. » Jean-Pierre n'attendit pas d'entendre plus. Il se précipita dans la salle de conférence, redressant sa cravate, essayant de sourire. Sophie était assise sur l'une des grandes chaises en cuir, paraissant minuscule et fragile, mais heureuse de le voir. « Jean-Pierre, » dit-elle, son visage s'illuminant. « La voiture que vous avez envoyée avait une télévision. » Il s'assit à côté d'elle, prenant sa petite main. « As-tu aimé ça ? Attends de voir le cabinet du médecin. Il y a un aquarium avec de vrais poissons tropicaux. »« Vraiment ?» Ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement. « Vraiment. Et après ça, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être regarder des maisons. Aimerais-tu ça ?» Sophie serra sa main. « Voudrez-vous y vivre aussi ?» Jean-Pierre sentit son cœur se gonfler. « Si tu le veux. »« Je le veux, » dit-elle simplement. « Tu sais pourquoi ? Parce que tu as l'air moins triste maintenant. Maman disait toujours que tout le monde a besoin de quelqu'un pour le rendre moins triste. » Devant la salle de conférence, des avocats et des travailleurs sociaux se rassemblaient. Des papiers étaient rédigés, des arguments étaient en train de mijoter. Une bataille allait arriver. Mais à ce moment-là, tenant la main confiante de Sophie, Jean-Pierre savait qu'il gagnerait. Il avait passé sa vie à gagner des guerres commerciales. Maintenant, il allait mener le combat le plus important de sa vie, le combat pour sauver une petite fille qu'il avait sauvée en premier. « Ta mère était très sage, » dit-il doucement. « Et tu sais quoi ? Elle avait raison. L'hôpital Necker-Enfants Malade était le meilleur hôpital de Paris, peut-être de toute la France. Jean-Pierre était assis dans la salle d'attente, sa jambe rebondissant nerveusement, tandis que Sophie subissait sa première série de tests. L'ordonnance de garde d'urgence était arrivée juste à temps, grâce au travail rapide de Madame Dubois et à l'armée d'avocats de Jean-Pierre. « Monsieur Dubois ?» Une infirmière apparut à la porte. « Sophie vous demande. » L'urgence était arrivée juste à temps, grâce au travail rapide de Madame Dubois et à l'armée d'avocats de Jean-Pierre. « Monsieur Dubois ?» Une infirmière apparut à la porte. « Sophie vous demande. » « Un café. » Il suivit l'infirmière dans le couloir aux murs aux couleurs vives jusqu'à la chambre de Sophie. Les murs étaient décorés de personnages de dessins animés, mais ils ne pouvaient cacher le matériel médical sérieux entourant le petit lit. Sophie était allongée là, paraissant encore plus petite dans sa robe d'hôpital, mais elle sourit en le voyant. « Jean-Pierre, le docteur a dit que j'avais été très courageuse pendant les examens. » Il s'assit à côté de son lit, prenant sa main délicatement autour de la perfusion. « Bien sûr que tu as été courageuse. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Docteur Sylvie Bernard, l'une des meilleures oncologues pédiatres de France, entra en tenant un épais dossier de résultats d'analyse. Son visage était grave, et Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. « Le cancer a significativement progressé pendant les mois sans traitement, » dit le docteur Bernard calmement. « Mais il y a de l'espoir. Nous pouvons commencer un traitement agressif immédiatement. » Sophie serra la main de Jean-Pierre. « Est-ce que ça va faire mal ?» Le docteur Bernard s'assit au bord du lit. « Parfois oui, ma chérie, mais nous allons tout faire pour t'aider. Et regarde ce que j'ai ici. » Elle sortit une tablette. « Il y a des films, des jeux et des livres que tu pourras utiliser pendant le traitement. C'est pour toi. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent, puis elle regarda Jean-Pierre avec incertitude. Il hocha la tête encourageant. « Vas-y, c'est... bon. » Pendant que Sophie explorait sa nouvelle tablette, le docteur Bernard prit Jean-Pierre à part. « Monsieur Dubois, je dois être honnête avec vous. Le traitement sera intense et coûteux. Nous envisageons des mois de chimiothérapie, voire une greffe de moelle osseuse. »
L'argent n'est pas un problème, dit Jean-Pierre fermement. Tout ce dont elle a besoin, elle l'aura. Je veux qu'elle ait les meilleures chances possibles. Le docteur Bernard sourit légèrement. Vous savez, quand on m'a dit que Jean-Pierre Dubois amenait une patiente, je m'attendais, à quelque chose de différent. Vous n'êtes pas ce que les journaux disent de vous. Jean-Pierre regarda Sophie qui montrait sa nouvelle tablette à une infirmière. Je ne suis plus ce que j'étais. Elle a tout changé. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, Jean-Pierre resta assis sur la chaise inconfortable de l'hôpital en la regardant. Il avait annulé 3 réunions du conseil d'administration et un voyage d'affaires à Lyon. Mais pour la première fois de sa vie, le travail semblait insignifiant comparé à ce qui se passait dans cette chambre. Son téléphone vibra. Un autre message de l'avocat du père de Sophie demandant une réunion. Jean-Pierre le supprima sans le lire. Rien n'allait interférer avec le traitement de Sophie. Rien. Les jours suivants tombèrent dans une routine. Jean-Pierre arrivait, tôt à l'hôpital chaque matin avec le petit déjeuner, du toast nature et de la confiture de fraises. La seule chose que Sophie pouvait garder pendant la chimio. Il avait fait transformer un des coins de la chambre d'hôpital en mini-bureau par son assistante, mais la plupart de son travail restait intact. Au lieu de cela, il passait ses journées à lire à Sophie, à jouer à des jeux sur sa tablette ou simplement à lui parler. Elle lui en disait plus sur sa mère, sur les petites choses dont elle se souvenait, la façon dont sa mère dansait en cuisinant, comment elle savait exactement comment soigner un genou écorché ou un sentiment blessé. « Penses-tu qu'elle t'aurait aimé ?» demanda Sophie un après-midi pendant son traitement. Jean-Pierre y réfléchit sérieusement. « Je l'espère. Je pense qu'elle aurait aimé comment je suis maintenant, avec toi. Mais elle n'aurait probablement pas beaucoup aimé l'ancien moi. »« Comment étais-tu avant ?» demanda Sophie, curieuse. Jean-Pierre soupira. « J'étais seul. Et quand les gens sont seuls trop longtemps, parfois ils oublient comment se soucier des autres. Ils se concentrent sur les choses au lieu des gens. »« Comme ta mallette ?» demanda Sophie sagement. « Exactement comme ma mallette. Mais tu sais quoi ? Quand tu me l'as rapportée, tu n'as pas seulement rendu mon argent, tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. »« Quoi ? Que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être gardées dans une mallette. » Sophie sourit, puis grimaça alors que les médicaments de chimiothérapie circulaient dans son système. Jean-Pierre attrapa rapidement le bassin alors qu'elle était malade, la tenant doucement et lui essuyant le visage avec un linge frais par la suite. « Je suis désolé, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ne sois jamais désolé, » dit-il fermement. « Tu te bats si fort, et je suis si fier de toi. » Plus tard ce soir-là, après que Sophie se soit finalement endormie, une infirmière trouva Jean-Pierre dans le couloir, le visage dans ses mains. « Première fois en tant que parent ?» demanda-t-elle gentiment. Jean-Pierre leva les yeux, surpris. « Je ne suis pas vraiment... »« Chérie, » dit l'infirmière en lui tapant l'épaule, « je fais ce travail depuis 20 ans. Le sang ne fait pas un parent. L'amour le fait. Et la façon dont vous regardez cette petite fille, c'est de l'amour paternel pur si j'en ai jamais vu. » Jean-Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. « J'ai tellement peur, » admit-il pour la première fois. « Et si je ne peux pas la sauver ?» L'infirmière s'assit à côté de lui. « Tu la sauves déjà. Chaque jour où tu es là, chaque fois que tu lui tiens la main, chaque histoire que tu lui lis, tu lui donnes quelque chose pour se battre. Parfois, c'est le meilleur médicament qui soit. » Par la fenêtre, Jean-Pierre pouvait voir Sophie dormir paisiblement, son ours en peluche préféré, un cadeau d'Isabelle, sous le bras. Les machines bipaient régulièrement, surveillant ses signes vitaux, pompant des médicaments dans son petit corps. « Je pensais être puissant, » dit Jean-Pierre doucement. « Je pouvais conclure des contrats à plusieurs millions d'euros avec un coup de fil. Je pouvais changer la fortune des entreprises d'un seul coup de signature. Mais assise ici, la regardant se battre, je ne me suis jamais senti aussi impuissant. » L'infirmière sourit. « Peut-être que c'est le cadeau qu'elle vous fait. Parfois, nous devons nous sentir impuissants pour nous souvenir de ce qui compte vraiment. » Jean-Pierre hocha la tête, s'essuyant les yeux. Par la fenêtre, il vit Sophie remuer légèrement dans son sommeil, et sans réfléchir, il se précipita dans sa chambre. Alors qu'il s'installait sur sa chaise habituelle, elle tendit inconsciemment la main pour prendre la sienne. Il la prit doucement, prudent des perfusions, et s'installa pour une autre nuit à veiller sur sa petite fille. Parce que c'était ce qu'elle était maintenant, la sienne. Non par le sang, mais par quelque chose de plus fort, par un amour qui avait grandi d'un simple acte de bonté
en quelque chose qui les changeait tous les deux. Devant l'hôpital, la ville bourdonnait de son énergie habituelle. Des affaires étaient conclues. De l'argent changeait de main, la vie continuait. Mais dans la chambre 412, rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui importait était le bip régulier des moniteurs, la chaleur d'une petite main dans la sienne et l'espoir féroce dans le cœur de Jean-Pierre Dubois que l'amour pouvait vraiment être le médicament le plus puissant de tous. Les gros titres de la section économie du journal Le Monde criaient « L'Empire Dubois en crise. Le PDG abandonne son entreprise pour une enfant mystérieuse. » Jean-Pierre jeta le journal à la poubelle sans lire plus loin. Il avait des préoccupations plus importantes. Les derniers résultats des analyses de Sophie n'étaient pas bons et il devait prendre des décisions difficiles concernant son traitement. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence, lui dit Isabelle alors qu'il entrait dans son bureau improvisé à l'hôpital. Ils disent que vous avez manqué trop de décisions importantes. Le cours de bourse chute. Jean-Pierre desserra sa cravate. Il n'avait pas bien dormi depuis des semaines, partageant son temps entre l'hôpital et essayant d'empêcher son empire économique de s'effondrer. Programmez-la pour demain matin, tôt avant le traitement de Sophie. Il y a autre chose, dit Isabelle hésitamment. L'avocat du père de Sophie a appelé à nouveau. Ils déposent une plainte affirmant que vous avez manipulé la situation de garde d'urgence. Ils veulent une audience. Jean-Pierre claqua sa main sur le bureau. Cet homme l'a abandonné.